effectivement, l'objectif de cette table ronde, eh bien, on vient d'avoir une excellente présentation qui nous a, merci beaucoup, docteur, qui nous a quand même montré que c'est pas anodin quand même. Les impacts sont quand même aussi importants. Et ce qui est important, c'est que vous avez montré qu'il y a des personnes qui sont complètement en capacité de travailler et qui travaillent. Et vous nous avez montré aussi que rares étaient les personnes en fait qui ont connu des améliorations de leurs conditions de travail même malgré une demande RQTH, etc. Et en fait, c'est l'objet de la journée. L'objet de la journée, c'est de bien montrer que faire en sorte que tous les acteurs comprennent que cette maladie a une conséquence et qu'en fait, il y a des solutions pour améliorer les conditions de travail de ces personnes et que tout ça, ça va améliorer la vie des personnes, certes, mais également l'action qui est la vôtre. Si vous êtes employeur, ça permettra d'avoir des services qui fonctionnent mieux. Si vous êtes acteur du service public de l'emploi, bien ça permettra d'avoir des demandeurs d'emploi en meilleures conditions pour avancer dans leur parcours. Si vous êtes centre de formation, ça vous permettra d'avoir des apprenants en capacité d'apprendre. Et si vous êtes en chantier d'insertion, bien justement, ça va. Je pense que les témoignages qu'on aura tout à l'heure vont vous permettre d'identifier des acteurs qui vont vous permettre qui vont amener l'accompagnement dont ces personnes ont besoin. Alors on va avoir deux personnes là, qui portent cette maladie, avec courage et qui ont accepté de témoigner. Merci à vous. On va commencer par Madame Agrippa. Et ce que je vous propose, qui est accompagné de Monsieur Gerpan, qui représente l'employeur, le conseil régional de Guadeloupe. Et donc l'idée, c'est, on va commencer par votre témoignage, Madame Agrippa. Comment était la vie avant d'avoir mis en place des solutions de compensation, puis après, comment ça s'est passé ? Bonjour à tous, donc je suis Séverine Agrippa, je suis actuellement chargée de projet et de coordination des activités au sein d'une direction de la région Guadeloupe. Donc je suis cadre de la fonction publique territoriale et justement avec le FIP, j'ai pu bénéficier dans une ancienne mouture, j'en ai parlé avec M. Guinaud. En 2010, l'ancienne mouture du FIP, j'ai pu bénéficier d'une action de formation, un master 1 et 2 en expertise ingénierie et aux projets internationaux. Et je suis devenue chargée de projet. C'est en ce sens que j'ai été recrutée à la région Guadeloupe en qualité de personne reconnue travailleur handicapé. Donc ces choses ont été possibles puisque dans mon ancien employeur, établissement public administratif, s'inscrivait aussi dans une démarche d'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, et dans le cadre de ma progression, j'ai pu bénéficier d'une action de formation. Ça n'a pas été simple, puisque comme le docteur Emmanuel Bernit a expliqué, les drépanocytaires, c'est compliqué, il y a plusieurs formes. Donc moi, je suis drépanocytaire SS bêta-thalassémique. Donc durant ma formation, même si j'ai pu bénéficier de cette action de formation financée par le FIP en 2010, j'ai été très malade en 2012. Le master, c'est 2 ans, donc je n'ai pas pu soutenir mon mémoire. J'ai été très, très malade en 2012. J'ai été accompagnée par les services du centre de drépanocytose de la Guadeloupe. Hospitalisée, j'ai fait des crises vaso-occlusives, bien entendu, un syndrome thoracique aigu. J'ai fait aussi une séquestration splénique. J'ai eu beaucoup de complications. Je suis restée très longtemps en réanimation et en unité de soins intensifs. Après pratiquement un an de prise en charge, j'ai subi l'opération, donc on m'a enlevé la rate, c'est la séquestration splénique, donc on m'a enlevé ma rate. Je suis restée 1 an en arrêt maladie longue durée, donc où j'avais des soins, où j'ai dû réapprendre aussi la marche, puisque je suis restée très longtemps alitée. Donc j'ai eu des cours avec des kinés. J'ai fait de la kiné respiratoire aussi. Du tout au tout, la drépanocytose peut changer. Ce n'est pas parce qu'on a fait un effort considérable, mais ça peut arriver. Ça peut arriver de manière très anodine. Voilà. Il n'y a pas de...
Je veux dire, on prend des précautions. Aujourd'hui, peut-être dans la salle, vous avez chaud. Moi, j'ai ni chaud ni froid. Tout va bien. Parce que je fais très attention, justement, pendant cette période. Pour certains, c'est peut-être propice, il fait plus frais, c'est beaucoup plus agréable. Mais pour les drépanocytaires, en tout cas, ma part, je fais très attention. Je suis toujours couverte. Je ne mets pas la clim, par exemple, dans mon bureau. J'ai un bureau dédié, heureusement, merci. Et donc, je ne mets pas de clim, par exemple. Donc, c'est un travail au quotidien, sur ma vie quotidienne. Pas d'imprudence, je ne vais pas à la plage pendant cette période. Je ne vais pas, je fais très attention. Vous avez vu qu'il y a du vent. Je ne vais pas, je fais très attention. Je me couvre régulièrement. Comme beaucoup et comme le témoignage que Madame Bernit, le docteur Bernit a dit, a souligné, les trajets aussi, les longs trajets sont un peu pénibles, mais nécessaires. Par exemple, dans le cadre de mon activité, mon employeur met en place aussi des choses, puisque moi j'habite le Boul et le conseil régional est à Basse-Terre, donc ça fait 2h30 de route. Mais on peut bénéficier de chauffeurs qui sont mis à disposition, pas forcément au moule, mais au moins à moitié chemin. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place dans le cadre de l'accompagnement de manière générale des personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors, je dois aussi préciser quelque chose, c'est que j'ai toujours, quand je candidate, je dis toujours que j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, puisque depuis ma tendre enfance, ma mère faisait le nécessaire administrativement pour bénéficier de cette reconnaissance de la part de la MDPH. Donc j'ai toujours grandi dans ce cadre. Et je pense que la meilleure chose, c'est de le dire, de l'expliquer, d'en parler aussi, puisque c'est vrai que comme c'est un handicap invisible, il y a beaucoup d'a priori. On en souffre encore en Guadeloupe et je pense ailleurs aussi, mais malgré que ce soit une maladie connue, on souffre aussi beaucoup des a priori. Des a priori concernant, on pense qu'on peut-être on fait semblant, mais on souffre, comme le docteur Bernit a dit, d'asthénie, vraiment des grosses fatigues. Personnellement, moi, je prends le temps, je sais que quand je sens que je suis pas bien, je préfère faire un arrêt de travail, alors oui, mais je préfère faire ça plutôt que d'arriver vraiment à un cas où il faut aller à l'hôpital, où je fais une crise vaso-occlusive ou autre. Donc voilà. Pareil aussi pour tout type de complications. Vraiment, on est suivi pour tous les dents, les yeux. Vraiment, on fait vraiment attention à tout. Ça nécessite aussi de consulter beaucoup de spécialistes, puisqu'en fonction aussi de chaque drépanocytaire et comment la maladie évolue, on peut faire aussi des AVC, voilà, comme le docteur Bernit a expliqué. Voilà. Donc, on est vraiment suivi. On fait beaucoup de radio, d'IRM, un gros suivi. Donc, ce qui implique effectivement des absences au travail. Mais rien n'empêche, je suis la preuve vivante que rien n'empêche qu'on peut y arriver, qu'on peut avoir un poste à responsabilité, qu'on peut mettre en place des choses aussi dans les institutions. Et je pense que la collectivité, en tout cas de la région, on va parler aussi tout à l'heure d'autres choses, mais la région, en tout cas, elle initie bien ce parcours et la prise en compte, excusez-moi, des problématiques qui sont diverses. Voilà. Très bien. Vous disiez que souvent, vous aviez rencontré de la compréhension avec des personnes qui s'interrogeaient sur vos arrêts. Est-ce qu'il ne s'agissait pas d'arrêts de complaisance, de confort, on pourrait dire, hein, de confort. Et par rapport à ce... Donc, en fait, derrière, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, les collègues connaissent plutôt mal la maladie, et puis ensuite, ils imaginent un petit peu ce qu'ils veulent, hein, derrière. Est-ce que ça vous paraît important qu'il y ait une information, une sensibilisation du collectif de travail, justement,
sur cette maladie invisible, les conséquences pour les personnes, et effectivement pour que quelque part on ne soit pas jugé comme tir au flanc chaque fois qu'on n'est pas bien, parce que c'est quand même ça vient rajouter une punition à une situation déjà inconfortable. C'est vrai. Donc c'est vrai que ce handicap invisible, en Guadeloupe, on connaît. On dit oui, on connaît la drépanocytose. On entend parler, mais vivre avec quelqu'un de drépanocytaire, travailler avec quelqu'un de drépanocytaire qui développe des complications, c'est très spécifique. Donc c'est vrai qu'on me voit sur mes deux pieds, je n'ai pas de soucis particuliers, on ne traîne pas un bras ou une jambe, ou voilà. Il n'y a pas de sang qui coule, donc c'est très compliqué de voir ces choses. Ça m'est arrivé d'aller au travail et d'être pas bien, à l'arrivée même. J'arrivais juste... j'ai dû demander à ce qu'on appelle ma mère pour venir me récupérer. Effectivement, je faisais une déglobulisation, voilà, des hémolyses en fait. J'hémolysais énormément et donc j'ai été voir tout de suite mon médecin traitant demandant une urgence. Ça aussi, le médecin traitant, puisqu'il y a les médecins au centre de drépanocytose, mais je pense aussi que les médecins traitants les médecins de famille, en fait, doivent être en alerte aussi par rapport à la drépanocytose pour nous recevoir en urgence, pour faire les prises de sang, enfin, nous faire des prescriptions. Et concernant vraiment ces tabous, si vous voulez, c'est encore, moi je pense, encore un tabou de ne pas dire qu'on est drépanocytaire et de ne pas expliquer à ses collègues. Moi, je l'explique à mes collègues, mais c'est vrai que peut-être dans ceux qui ne me côtoient pas, ou peut-être, je ne sais pas, dans d'autres directions, d'autres services, c'est vrai que ça paraît inaccessible. C'est-à-dire, oui, la drépanocytose existe, mais on ne sait pas exactement comment ça se manifeste. On ne sait pas, on ne prend pas en compte que, par exemple, la clim est trop forte. Donc, parce que mon bureau, je peux ne pas mettre la clim, parce que j'ai un bureau individuel, mais aller dans un couloir... la clim, elle est à fond. Donc, c'est toutes ces petites attentions qu'il n'y a pas forcément, même si on dit, oh là là, la clim est forte, mais ça ne veut pas dire que les collègues prennent les télécommandes pour éteindre leur clim, ou voilà. Après, on vit dans un collectif, donc on fait avec le collectif. Voilà. Il faut se faire avec. Voilà. Dans votre témoignage, j'ai entendu qu'il y avait une période très compliquée avec une maladie qui avait été très invasive, avec des fortes conséquences. Et puis là, en vous écoutant, on a le sentiment que vous avez un peu, c'était dit par le docteur Bernit, on apprend à se connaître, quoi. On apprend à... on finit par comprendre les effets déclencheurs, donc on adapte son comportement, puis à un moment donné, on arrive à être un peu moins impacté, il y a l'employeur qui fait des efforts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous arrivez à une situation qui vous permet Oui, la maladie est là, mais c'est beaucoup plus stable qu'il y a quelques années, et ça vous permet de travailler quasiment normalement? Oui, actuellement, je pense aussi que beaucoup d'adultes, enfin nous, adultes drépanocytaires, on arrive un peu mieux à se canaliser. Si vraiment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de crise, quand bien même qu'on fait attention, quand bien même qu'on prend des précautions. Mais on doit, par rapport à quand j'étais jeune, effectivement, j'étais tout le temps à l'hôpital. Vraiment, j'étais hospitalisée régulièrement. Donc, j'ai redoublé des classes, par exemple, parce que je n'étais pas à l'école. Voilà, je suis restée des mois et des mois hospitalisée. Donc, effectivement, mais quand on grandit, on arrive à prendre conscience aussi. Je ne ferai pas d'imprudence. Je fais tout pour ne pas avoir, ne pas prendre de risques. En fait, c'est la vie zéro risque. On fait au mieux, quoi. Mais c'est vrai que malgré les précautions, on peut quand même avoir des difficultés, avoir des troubles. Et ça se manifeste comme à n'importe quel moment. Donc, moi, je dis tout le temps, le risque est juste à côté de nous. C'est comme la mort. La mort est à côté de nous. C'est à nous de jouer avec. Hein. Voilà, on va au plus loin possible. On fait ce qu'il y a à faire, hein, tout simplement. Je pense aussi qu'il faut être résilient. Je crois que tous les drépanocytaires sont résilients. Malgré la morphine, moi, quand j'ai été très malade... j'avais de la morphine, mais pour moi, ça ne me suffisait pas. Pourtant, les doses de morphine étaient énormes. Les personnes pensent que
qu'on joue avec ou parce qu'on veut vraiment se droguer ou se shooter aux médicaments. Non, on a vraiment des grosses douleurs. On ne souhaite ça à personne. Vraiment, on ne le souhaite à personne. Et on est très résilient. Je trouve que toutes les personnes drépanocytaires, c'est vrai que quand on est dans un moment où rien ne va, heureusement, bon, certains, on a l'entourage familial, on a aussi le centre de drépano, des personnes qui nous connaissent, qui nous ont vus dès notre plus jeune âge et qui nous voient évoluer et qui sont présents. Pour nous, c'est un peu aussi notre famille, des personnes qui vraiment viennent nous voir à l'hôpital, vraiment font tout ce travail. Vraiment, moi, je leur dis chapeau parce que au lieu ils s'impliquent plus, même personnellement, moralement, on va dire, à nous accompagner. Et bien entendu, par rapport à ça aussi, je tire le chapeau parce que vraiment cette maladie, elle est vraiment très bizarre, très exceptionnelle, très compliquée à décrire même dans nos douleurs, dans notre mal-être. Mais on a cette résilience de pouvoir revenir, retravailler, malgré les handis, malgré ce que les gens pensent, malgré aussi notre difficulté, puisqu'on a peut-être perdu du temps au travail, on a peut-être perdu des informations, mais on se remet d'aplomb. Et mon expérience, en fait, aussi, c'est pour montrer que les dispositifs, tout ce qui est mis en place, que ce soit au niveau médical, que ce soit avec le FIP ou autre, mais ça nous permet quand même d'avancer, d'aller plus loin et d'aider encore les professionnels, les entreprises, les employeurs aussi à s'inscrire dans cette résilience avec nous, tout simplement. Eh bien, merci pour votre témoignage. Plein d'espoir. Alors, Monsieur Gerpont, vous représentez la région de Guadeloupe, qui est l'employeur de Madame Agrippa. Vous êtes comment la région Guadeloupe a pris en compte les particularités, enfin, en tout cas les besoins de compensation, on va dire, de Madame Agrippa. Peut-être que vous souhaiterez nous donner une lecture un petit peu plus large sur la compensation, les mesures de compensation prises, en tout cas la politique handicap de la région Guadeloupe. Tout à fait, bonsoir à tous. Effectivement, alors je suis responsable, je suis en charge de la mission prévention et gestion des risques au sein de la région, et puis surtout de la mission handicap. Et effectivement, dans ce cadre-là, nous avons effectivement signé une convention avec le FIP il y a maintenant 1 an, qui nous permet aujourd'hui d'être accompagnés sur les actions. Effectivement, et donc spécifiquement pour ce qui est de l'accompagnement de Madame Agrippa, on a surtout, en fait, le maître mot aujourd'hui, c'est surtout la communication et la formation. Et surtout, en fait, tout est dans la démystification de ce type de handicap, des handicaps en général et celui de Madame Agrippa en particulier. Il est important, en fait, on fait surtout de la sensibilisation auprès de nos collègues. Et ce qui est de son accompagnement précisément, c'est surtout au niveau de l'aménagement des horaires, comment dirais-je, les mi-temps thérapeutiques. Elle l'a dit elle-même au niveau des transports, au niveau aussi de son affectation géographique. Elle a maintenant des facilités pour être à une de nos antennes du Moule, puisqu'elle habite le Moule. Voilà, donc nous sommes beaucoup plus attentifs. Et bon, alors c'est vrai que, bien évidemment, il y a encore à progresser à tous les niveaux. Même au niveau encadrement, il y a à progresser, même au niveau RH, il y a à progresser dans la prise en compte et des maladies invalidantes. Et donc c'est pour ça que ma mission en particulier est là pour faire le lien entre les personnes porteuses de handicap
et l'ensemble des cadres et des collègues de notre collectivité. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de formation, d'information et de formation, parce que ce sont nos axes de progrès, en fait. En réalité, nous devons, enfin en tout cas, on est en train de mettre en place un programme pour pouvoir mieux informer nos collègues. Nous sommes, c'est assez volontariste depuis un an environ, où on fait pas mal de sensibilisation. Mais aussi, cette année, nous allons nous axer sur la formation des cadres à la prise en compte du handicap et dans leur management. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que sans cela, la question ne va pas progresser. Voilà. Alors c'est d'autant plus vrai que la réglementation dans la fonction publique incite depuis quelques années de plus en plus maintenant à ce que les employeurs apportent un traitement précoce sur les situations. Dans le privé, ça fait 10-15 ans que les personnes peuvent faire soit des bilans, soit des formations pendant les arrêts maladie. Parce que quand on est en arrêt maladie, à un moment donné, on est en soins, puis à un moment donné, on commence à pouvoir se projeter. Et c'est à ce moment-là, on voit bien que le retour au poste de travail ne va pas être possible en l'état. Il faudra peut-être des aménagements, il faudra peut-être un changement d'affectation, un changement de poste. Et c'est plutôt angoissant d'attendre des mois de pouvoir reprendre dans un poste sur lequel ça ne va pas fonctionner. Et tout ce temps-là, c'était du temps perdu, là, la fonction publique. Au début, c'était aussi perdu dans le privé. Ils ont expérimenté dans le privé la possibilité de préparer leur retour à l'emploi, sur le poste aménagé ou un autre. Et aujourd'hui, c'est ouvert à la fonction publique. Et en fin de compte, c'est important effectivement que les services RH s'emparent de cette possibilité d'utiliser le temps les arrêts de travail. Et c'est important que les encadrants soient aussi vigilants sur les signaux d'alerte quand ça commence, parce que souvent les encadrants alertent quand ça va plus. C'est au secours, il y a le feu, on n'en peut plus, il faut nous aider. Mais en fait, c'est bien avant. Quand ça va pas, il faut apporter, il faut regarder, il faut creuser les solutions pour voir si c'est de la santé ou pas. Et si c'est de la santé, effectivement, passer le relais auprès des services de santé au travail. Et je termine juste ma phrase. et ensuite, c'est ce qui va permettre un traitement précoce et c'est ce qui va permettre de gagner du temps pour tous, pour la personne, parce qu'on la stabilise sur un état de santé qui est plutôt bon, et ensuite ça limite l'impact dans le fonctionnement des services. Nadine. Alors, bien par rapport à cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fonction publique a rattrapé, je dirais, le wagon marche, puisqu'il est possible désormais de bénéficier de formations pendant le temps d'arrêt de travail. Alors, bien évidemment, il y a des conditions. La première condition, c'est une condition médicale. Il faut que le médecin puisse indiquer qu'il est possible pour l'agent d'entrer dans la sphère de la formation avant reprise. Et donc, du coup, il y a un dispositif qui est la période de préparation au reclassement, donc qui permet justement pendant 12 mois d'anticiper sur cette période de reprise et mettre en place toutes les stratégies possibles en adéquation avec la déficience et la pathologie de la personne pour lui permettre de reprendre dans de meilleures conditions. Deuxième chose, il est vrai que le FIPHFP intervient sur le volet du handicap, mais nous sommes convaincus qu'avant d'arriver à cette situation de handicap, il y a une nécessité d'aller dans cette démarche de prévention. Et à ce titre, dans le cadre de la loi de transformation, il y a justement cette obligation d'œuvrer sur cette démarche de prévention. Et en Guadeloupe, nous n'avons pas à rougir puisque nous avons commencé à travailler avec les services de santé au travail et les différents partenaires, le Cap Emploi, le France Travail ici présent. Donc, nous avons commencé à travailler sur comment on va mettre en place cette démarche de prévention pour pouvoir justement être autant que faire se peut. Alors, il y a des situations qui sont inévitables, qui sont incontournables, mais il y a beaucoup de situations, beaucoup de pathologies où en mettant cette démarche de prévention, on éviterait au maximum d'arriver à cette situation de handicap. Merci. Vous souhaitez apporter un complément, M. Verpan ? Simplement pour dire qu'effectivement, la collectivité régionale a pris à bras le corps cette question. Et effectivement, bien évidemment, s'inscrit dans le DUOD chaque année.
mais aussi, comment dirais-je, fonctionne avec un référent handicap qui est là pour accompagner l'ensemble des porteurs de handicap. Nous avons mis en place un fonctionnement aussi, on va dire, transversal avec une équipe pluridisciplinaire qui est quand même bien dotée entre la médecine préventive, l'assistance sociale, les psychologues, etc., pour un accompagnement vraiment transversal sur tous les aspects des personnes porteuses de handicap. En général de nos collègues, mais aussi des personnes porteuses de handicap en particulier. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos deux témoignages pour la région Guadeloupe. Alors, Alors, ce n'est pas habituel dans les journées organisées par le FIPHFP, mais nous avons invité des témoins qui viennent du privé. Donc, merci beaucoup à vous d'être venus. Monsieur Houton, qui est porteur de la drépanocytose, qui va nous apporter son témoignage, et puis Madame Lemoine, qui est en charge de la diversité. Et c'est un petit peu plus large, vous présenterez votre fonction, et vous faites aussi fonction de référente handicap pour Orange dans la région. Et donc, Monsieur Houton, vous avez un parcours un peu atypique dans la découverte de votre maladie. Et pendant longtemps, vous avez vécu en subissant les conséquences de la maladie, mais sans forcément le savoir. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours? J'espérais éviter ce que vous allez me faire subir, mais je crois que je n'ai pas le choix. J'ai dit résumé quand même. J'ai atténué. Oui, le jeu en vaut la chandelle, donc c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette journée. Effectivement, mon nom est écrit, Stéphane Houton. J'ai 61 ans en décembre. Mais ma drépanocytose, je l'ai découverte, ou plutôt on a mis un nom là-dessus. J'avais déjà 39 ans. Parce que je ne suis pas guadeloupéen. Et là où j'ai grandi, les moyens ne permettaient pas de faire des dépistages. J'ai été soigné à l'Aspro. Pour les grandes personnes, vous pouvez savoir ce que c'est l'Aspro, l'aspirine. Donc c'est lors d'un voyage, parce que je suis du Bénin, lors de vacances, retour de vacances, que mon épouse est revenue avec un palu, malgré toutes les précautions prises. Et lors de ces soins, on nous a recommandé de faire un dépistage parce qu'elle était porteuse. Elle ne savait pas si j'étais porteur ou pas, donc moi non plus. Donc c'est là que je suis allé au centre et on m'a gentiment reçu comme tous les patients, plutôt tous ceux qui venaient. Et je m'attendais à ce qu'on m'envoie juste une notification pour me dire ça s'est bien passé. Et là, on me dit, vous n'aurez rien, vous avez plutôt un rendez-vous qui vous attend. Donc, je me suis rendu au centre et j'ai rencontré une infirmière qualifiée avec une psychologue. Et c'est là qu'on m'apprend que j'étais malade. Et en racontant ma vie, il y a eu les explications, j'ai eu les explications de tout ce dont j'avais souffert pratiquement en étant petit. Ce qu'on appelle habituellement des rhumatismes. Pour vous donner une idée de ce que c'est que la douleur du drépanocytaire, j'ai entendu Madame Agrippa essayer de décrire, et quand j'entends quelqu'un parler de cette douleur, je me retrouve là-dedans, mais moi, ma définition, c'est que, imaginez-vous que vous cognez le tibia contre une table basse. Vous voyez la douleur? Vous la ressentez au battement de votre cœur. Et dans les articulations, parfois dans des parties molles du corps, dans les muscles. Donc, partant de là, j'ai été suivi par le centre. Et avant que je n'arrive en Guadeloupe, j'ai quand même passé 11 ans dans une région
très froide à Moscou, où j'ai connu quand même 35 la nuit, moins 35 la nuit. Je n'ai jamais fait aucune crise, sauf de grippe saisonnière, ce dont tout le monde souffre de temps en temps. Et depuis qu'un an a été mis sur mon mal, je crois que les choses ont commencé à se révéler autrement. Donc je crois que l'âge aussi aidant, ça a pris une autre tournure. Donc contrairement aux autres drépanocytaires qui font des transfusions, moi je fais des saignées. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce sont des anémies provoquées. On baisse mon taux d'hémoglobine parce que j'ai entendu le docteur bien l'expliquer, parce que j'ai le sang visqueux. Donc, je suis sous anticoagulant. J'ai fait une embolie déjà, une embolie pulmonaire. Et depuis l'année dernière, tellement les choses se font bien au centre, mes saignées se font à la maison. Ça fait plus de 10 ans que je fais des saignées au centre. Avec le temps, effectivement, on devient plus fatigué après une saignée, on a envie de dormir ou on est surpris en train de somnoler, on se surprend en train de somnoler au volant. Bon. Donc je suis à Orange, cela dit, je pensais que ça aurait été plus difficile, mais c'est bon. Je travaille à Orange depuis 1999. Donc quand je travaillais à Orange, je ne savais pas encore de quoi je souffrais. Et quand j'ai été embauché, effectivement, les crises de temps en temps, les douleurs, parce qu'il n'y a pas de jour pour moi sans douleur. Quand je me réveille le matin et que je n'ai pas mal quelque part, c'est bizarre. Et quand le soir au coucher, il y a quelque chose on ne sent rien, tout va bien, on se pose la question, ça fait longtemps que j'ai pris des médicaments, pourtant je me sens bien, c'est bizarre. Parce que la vie est rythmée par la douleur. Donc, quand j'ai été embauché à Orange, évidemment, on fait tout pour plaire. Période d'essai, et après embauche, contrat, et on vit comme tout le monde, surtout qu'il n'y avait pas de raison pour expliquer les manifestations de la maladie. Et depuis que j'ai su que j'étais drépanocytaire, et qu'au sein de l'entreprise, il y a eu quand même, grâce au travail des syndicats et de la direction, il faut le dire, il y a eu la possibilité d'avoir un accord sur le handicap, un accord exclusif sur le handicap qui donne beaucoup d'avantages. Je crois que depuis ce moment-là, ma vie a changé. J'étais parmi les premiers à bénéficier du télétravail, avant même que le Covid ne vienne et n'instaure ce mode de travail. Je travaille 3 jours sur 5 chez moi. On m'a aménagé une place de travail, un bureau et ce qu'il faut. J'ai la possibilité, selon cet accord-là, d'avoir une aide, par exemple, pour l'achat d'une voiture qui puisse être adaptée à mes besoins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les fois où j'ai besoin de faire des examens ou d'aller pour des visites, c'est juste des déclarations que j'ai à faire pour justifier de mon absence. Parce qu'il y a un quota de jours par an dont nous bénéficions grâce à cet accord-là. Je suis avec ma collègue qui est chargée du handicap. Et pourquoi elle est là? Parce que Sophie, j'ai eu à participer comme ça à un séminaire, un atelier où on parlait de drépanocytose. C'était en pleine Covid. Et j'ai été étonné qu'elle se soit intéressée à ça. Et à la fin, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais que je suis drépanocytaire et je te remercie pour ce que tu as fait. Et je n'ai pas été étonné quand on m'a invité et que je lui en ai parlé, je lui ai envoyé la lettre. Elle dit, mais pourquoi pas, ça me fait plaisir d'être avec toi pour aller parler de ce qu'on fait à Orange. C'est ce qui justifie de sa présence aussi. Donc, qu'est-ce que je fais chez Orange? Je suis cadre
Je suis au service client. Pour ceux qui sont en rangée, que si il vous est déjà arrivé de recevoir des messages de rappel, c'est peut-être moi. On va vous trouver moins sympathique tout d'un coup. Ça fait partie des tâches que j'ai. Donc, mon service assure le revenu, si vous voulez, les rentrées financières de la boîte. Et donc, quand je me sens mal et fatigué, que je le dis juste à mon manager et je continue le télétravail à la maison. Ça me donne la possibilité de m'étendre, de me détendre. Et je ne vais pas dire que c'est le paradis pour les handicapés, les travailleurs handicapés. Mais Orange a fait beaucoup de choses que je trouve positives. Et si dans l'administration, ce n'est pas le cas, c'est ce que j'ai découvert, parce que je ne sais pas si c'est au Conseil général, et il y a des gens qui sont drépensitaires, qui n'ont pas cette possibilité-là. Donc je crois que c'est quelque chose à développer, d'où aussi ma présence ici, c'est participer à ça, témoigner de ça, pour le faire savoir, pour que ce qui est à faire soit fait à temps pour faciliter davantage la vie aux salariés qui ont ce statut-là. Donc, j'ai eu le statut de la MDPH, c'est-à-dire le statut de travailleur handicapé, sur recommandation des ressources humaines, parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc, on m'a dirigé vers la MDPH, j'ai fait le dossier, c'est passé. Et je me charge à chaque fois, tous les 4 ans, de renouveler. Et ça fait pratiquement 12 ans que j'ai ce statut. Et bien voilà, en gros, je ne sais pas ce que je dois encore ajouter. Si, rapidement, vous pourriez peut-être nous dire en quelques mots les quelques aménagements dont vous bénéficiez. J'ai un siège que tout le monde m'envie. Parce que le problème des drépanocytaires, c'est surtout le bas du dos. Quand ça commence, la crise commence, c'est par là que ça commence. Donc, j'ai un siège vraiment adapté et dont je ne me sépare pas quand je change de service ou même, figurez-vous, j'étais représentant du personnel quand j'avais des réunions. J'avais le siège en doublon. Donc, le siège il y en avait un en permanence dans la salle des réunions et un à ma place. Donc, avant le Covid, avant que tout le monde ait des portables pour rentrer à la maison, j'avais déjà un portable pour travailler de chez moi. Et quoi encore? Je n'ai pas de difficulté à m'absenter pour le besoin pour mes besoins, pour de soins. On parlait de climatisation tout à l'heure. Toute la semaine dernière, tout était focalisé sur moi parce que la climatisation, comme par hasard, c'était sur moi que ça tombait, quoi. Partout ailleurs, c'était presque bouché, mais c'était sur moi que ça tombait et tout le monde se pressait pour mon responsable, surtout mon manager, pour me trouver une meilleure place pour que je ne déclare pas une crise. Et parfois, même on en est gêné. C'est pour vous dire que le travail est quand même bien fait de ce côté-là pour, pour accompagner, informer les managers pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Le dernier élément que je pourrais ajouter, c'est que j'ai un fils qui est drépanocytaire. Moi, je suis SC, il est SS. Notre chance, c'est que on suit toutes les recommandations du centre, on ne rate jamais de visite et tout se passe bien. Il a aujourd'hui 21 ans. Voilà. Merci pour votre témoignage, monsieur. Donc quand même, on voit qu'on est beaucoup sur des aménagements organisationnels
hein, du télétravail, faire attention aux déplacements, faire attention à la clim. Hein, donc on ne va pas se mettre dans le bureau le plus froid, on ne va pas se mettre sous la douche d'égout, enfin pas d'égout de ventilation et d'égout non plus. Mais on n'est pas toujours à son poste de travail, on est parfois dans des réunions, donc ça veut dire qu'il va falloir aussi que dans les réunions, les collègues soient sensibilisés à vos contraintes. Et puis vous m'aviez dit, si j'arrive dans une salle de réunion et que c'est trop froid, ben je m'en vais, ben c'est tout. Et je pense que quand vous avez fait ça une fois ou deux, je pense que les gens comprennent après. Donc on voit qu'en fait c'est pas forcément, vous avez parlé d'un siège ergonomique, certes, mais on voit qu'au niveau matériel, on n'est pas forcément sur des coûts importants, c'est plus être conscient des besoins et d'en tenir compte au quotidien. Et comme vous le dites, l'investissement n'est pas forcément dans le matériel, je crois que c'est l'autre qui est mis en place pour accompagner les salariés handicapés pour qu'ils surmontent davantage et plus facilement leurs problèmes de santé. Je crois que c'est ça. Merci. Alors. Je voudrais juste réagir, vous remercier pour votre témoignage. Et donc, vous avez fait référence à votre entreprise qui est exemplaire par rapport à l'accompagnement des salariés. Et vous indiquez également, faisiez aussi le lien avec la fonction publique. Alors, il faut savoir que ce lien, déjà, il existe, puisque nous sommes partenaires de proximité au travers d'une convention qui nous lie, le FIPHFP et la GFIP pour le secteur privé. Et d'ailleurs, je salue la présence de la GFIP aujourd'hui avec nous. Et donc, de fait, cette complémentarité, je dirais, intervient aussi au niveau des accompagnements. À savoir que ce que vous avez décrit, comme le fauteuil qui est mis à votre disposition, il est aussi possible de bénéficier d'un tel accompagnement au niveau d'un employeur relevant de la fonction publique. Vous avez évoqué le télétravail, donc du coup, il y a une aide au niveau du FIPHFP qui permet l'aménagement tant sur le lieu du travail que dans le cadre du télétravail. Et on a parlé tout à l'heure de transport, donc nous, au niveau du FIPHFP, on accompagne aussi la possibilité d'un transport adapté pour des personnes, alors sur quel handicap soit-il, mais en particulier sur celui qui nous réunit cet après-midi. Donc c'est juste pour montrer que nos deux institutions travaillent ensemble pour pouvoir contribuer au mieux-être des personnes en situation de handicap. Et nous travaillons tellement ensemble que depuis maintenant plus de 2 ans, nous travaillons sur l'harmonisation de nos aides, de façon à éviter qu'il y ait un peu un déséquilibre entre l'aide qu'on va apporter au niveau du secteur privé par rapport au public. Donc nous avons mis en place plusieurs aides conjointes, avec parfois des réajustements qui vont sur le montant ou qui vont parfois sur la mise en œuvre. Et donc, il y a une aide qui, jusqu'à maintenant, intervenait une seule fois pour le FIPHFP. À partir de 2025, elle va être harmonisée par rapport à celle de la GFIP et permettre à plusieurs reprises à un bénéficiaire relevant de la fonction publique d'y avoir recours. Donc, tout ça pour dire que vraiment, nous sommes dans cette dynamique en marche, je dirais, d'œuvrer au mieux-être des personnes en situation de handicap. Et c'est possible, Madame Neuville a parlé de la plateforme des aides prêts de matériel, encore un dispositif qui est cofinancé à GFIP-FIP pour permettre à tout un chacun, quel que soit son milieu de travail, de pouvoir bénéficier de conditions de travail optimales et éviter un absentéisme récurrent. Voilà ce que je voulais préciser. Je m'en voudrais de ne pas dire quelques mots sur le centre de drépanocytose. Le travail qui est fait dans ce centre je ne trouve pas de mots pour le décrire. Je crois que si les services nationaux administratifs ont quelque chose à faire, je crois que ils devraient investir dans ce type d'institution parce que ça vaut le coup et franchement, s'il n'y avait pas ce centre, je crois que peut-être moi-même j'aurais déjà fait une crise, je serais déjà passé à travers une crise, je ne serais pas là devant vous et je crois qu'aujourd'hui je n'aurais pas encore
mon fils est à côté de moi. Bravo pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. Madame Lemoine, donc pour l'entreprise Orange, quel est votre... alors, vous avez parlé d'une convention, d'un accord. Alors, dans le privé, on va parler d'un accord. Dans la fonction publique, on parle d'une convention, mais en fin de compte, tout ça, c'est la formalisation d'une politique handicap. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner alors, quelques mots peut-être par rapport peut-être au cas de monsieur, mais surtout par rapport à votre vision de la drépanocytose. Je crois que vous aviez organisé, hein, c'est ce qui a été rapporté, vous avez organisé une action. Pourquoi? C'était quoi l'objectif? Et puis après, peut-être nous donner une vision un petit peu plus globale de comment vous percevez votre politique handicap. Alors, en effet, nous avons fait... Bon, on se connaît déjà en tant que collègue avec Stéphane, bien évidemment, et il vous a raconté l'histoire, en fait, qui fait que je suis là, présente aussi aujourd'hui avec vous. Donc, en effet, j'ai, en tant que responsable, entre autres, handicap, voilà, diversité, donc qui comprend différents champs, dont le handicap, je suis amenée à décliner notre accord d'entreprise qui est en fait le fruit de dialogue social entre, bien sûr, la direction d'Orange et nos organisations syndicales et qui porte en fait de nombreux volets et un qui est un moment fort en fait de notre politique handicap qui se traduit à travers la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, donc la CEPH, que nous avons appelée au sein d'Orange la Semaine de l'engagement avec un HAN, voilà, au démarrage du mot, pour souligner à la fois la partie handicap et notre engagement au quotidien, enfin en tout cas pour soutenir cette politique et agir en fait auprès de nos collègues. Donc ça a été dit tout à l'heure, en effet, 80% des handicaps sont invisibles et sur nos territoires, parce que j'ai un territoire anti-Guyane, qui relève en fait qu'il y a une présence en effet de certaines pathologies qui sont plus fortes. Donc entre autres la drépanocytose, l'endométriose, le diabète. Voilà. Donc j'avais à cœur en effet de pouvoir parler de ces maladies pour mieux que l'on puisse les connaître. Et je m'étais dit que de toute manière, de près ou de loin, de manière directe ou indirecte, dans les liens de nos proches, de nos amis, de nos collègues ou autres, on toucherait forcément nos collègues sur ces sujets voilà, qui nous concernent tous. Donc l'idée, c'était de pouvoir parler et de faire intervenir des professionnels dans le cadre de cette semaine. Et donc j'avais sollicité avec le professeur Elanga qui travaille en fait à Cayenne, parce que voilà, on est multi-territoire, et qui était intervenu pour faire une conférence par visioconférence et aussi en présentiel. Donc on avait opté pour un format hybride pour toucher l'ensemble des collègues. Chaque territoire avait une pathologie sans qu'il y ait forcément un lien direct, mais en tout cas pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre de salariés et de pouvoir mener nos actions de prévention et de sensibilisation. Donc à travers ces journées, on sensibilise les collègues, on informe et aussi c'est l'occasion de pouvoir accompagner à la fois les salariés et de donner des informations à nos managers qui sont confrontés ou parfois démunis face à des situations qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, à savoir des absences, des rendez-vous, des incompréhensions en fait par rapport à des situations qui peuvent rencontrer des salariés. Et comme vous le disiez, c'est souvent on arrive au RH, je dirais en dernier ressort parce que plus rien ne va et que là c'est l'alarme sur tous les indicateurs. Donc l'idée c'est de prévenir ça et justement de pouvoir aussi créer un climat de confiance et de mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc l'ensemble des acteurs, ils sont la médecine du travail, les RH, l'assistant social, les préventeurs aussi que nous avons sur les terrains et les RH de proximité pour justement qu'ils aient les moyens et qu'ils puissent détecter les situations et que l'on puisse ensuite les accompagner en tant que correspondant handicap. Donc je suis accompagnée aussi d'un collègue qui a cette casquette et qui fait un accompagnement aussi de proximité auprès des salariés. Là, je dirais la problématique, entre guillemets, c'est de pouvoir discuter, aborder les situations, tout en préservant, bien sûr, le secret médical et respecter aussi la volonté des salariés qui, parfois, ne souhaitent pas. Et on peut
voilà, on le respecte, révéler leur RQTH à leur employeur. Alors c'est en nourrissant, je dirais, les échanges, en favorisant les témoignages des salariés, eux-mêmes concernés, qui font avancer les choses. On le fait, je dirais, alors de manière très progressive, même si ça fait des années que l'on communique, en effet, que l'on sensibilise. Nos manifestations évoluent, nos interventions aussi changent par rapport au feedback qu'on peut avoir aussi de nos salariés sur ces sujets. Et on a la volonté de pouvoir mettre en avant les bénéfices que peuvent obtenir les salariés à travers la RQTH pour qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement plus complet. Après, de toute manière, Orange est engagé de telle manière que même si le salarié n'a pas sa RQTH, nous allons de fait accompagner le salarié dans sa démarche, mais comme l'a souligné Stéphane, le fait d'avoir la RQTH permet de bénéficier de davantage de choses, de dispositifs qui sont à disposition, et c'est un accompagnement en effet plus en proximité, rassurant aussi pour le collaborateur et le manager, puisque lui-même aussi est accompagné. Voilà. Bien, vous savez que le FIPHFP, enfin, vous avez une politique assez proche de celle du FIPHFP qui finance les aménagements de poste, par exemple, ou les études de poste, même pour les personnes qui n'ont pas la RQTH ou qui ne sont pas bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais sur prescription du médecin du travail. Et donc, ça va tout à fait dans la logique du traitement précoce des situations, en fin de compte. Puis après, on peut laisser autant. Et par contre, pour des mesures plus fortes, là, à un moment donné, il sera demandé à la personne de faire la demande. Mais en tout cas, ça permet de commencer à travailler. Vous avez du recul maintenant sur vos actions de sensibilisation, sur vos actions de formation. Les esprits chagrins pourraient dire des sensibilisations, mais à quoi ça sert franchement, vous concrètement, quelle plus-value vous voyez? Alors effectivement, vous avez l'organisation pour traiter les situations, mais cette sensibilisation, quelle plus-value vous y trouvez, oui. vous y voyez? Alors, très concrètement, le fait de pouvoir communiquer, sensibiliser, à la fois à la ligne managériale et à la fois auprès des salariés, permet en effet à chacun de mieux connaître qui sont les interlocuteurs et qu'est-ce qui existe au sein de l'entreprise et d'agir au plus vite. Voilà, ça c'est vraiment important, de se sentir accompagné, d'être dans un climat de confiance. C'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de réticences et j'en ai entendu. Je ne veux pas faire ma RQTH, je ne vais plus avoir d'accompagnement, on va me mettre dans un placard, etc. Bon, je pense que tout le monde l'a entendu. C'est vrai qu'il faut aller à l'encontre de ça. Moi, c'est ma volonté. Je la porte vraiment. Je veux vraiment que les choses bougent. Donc après, c'est aussi un engagement fort de ma part. Je souhaite vraiment que les regards changent. Et quand on me dit non, je veux savoir pourquoi. Donc ça, si on me dit non sur certaines actions, que ce soit d'un accueil, d'un stagiaire ou d'un alternant, parce que j'ai aussi cette casquette-là, bon, il est clair que je vais demander le pourquoi du comment. Donc les plus-values, elles sont au fil de l'eau, au fil des années. C'est, je dirais, des petites graines qu'on plante. Et puis voilà, les choses germent au fil du temps. Et les managers sont de plus en plus présents et les collègues parlent entre eux aussi. Donc je pense que le bouche à oreille fait son effet. En effet, il y a 2 ans, on avait fait la partie des handicaps invisibles. Cette année, j'ai souhaité, c'est vrai, solliciter des collègues pour qu'ils puissent témoigner de leur parcours, justement de la naissance, d'apprendre, je dirais, leur pathologie, jusqu'à leur accompagnement et les dispositifs dont ils ont pu bénéficier. Et ça, voilà, ça soulève des questions à la fois des salariés, à la fois des managers. Il n'y a pas des centaines et des centaines de collègues, bien évidemment, qui vont se réunir autour de ces manifestations, mais les choses se font en confiance de plus en plus, et on voit apparaître très clairement des RQTH et des demandes de RQTH de collègues. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur aussi qui est fort, que le salarié se sent en confiance pour pouvoir faire sa reconnaissance et être accompagné. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lemoine. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, je
Je dois vous dire que même si j'avais échangé un peu avant avec Madame Gaspard au téléphone, je lui ai pas dit que j'allais la solliciter pour la table ronde. Donc je suis allé la voir tout à l'heure. Et puis elle a, en fait, en quelques mots, vous avez, on vient d'avoir deux situations, deux témoignages forts. Vous êtes dans ce service qui était évoqué à plusieurs reprises. Pour compléter, donner une vision un petit peu plus large, peut-être, qu'est-ce que vous voudriez apporter en complément? Bonsoir à tous, je suis Mme Gaspard Gérani, je travaille au centre de drépanocytose depuis 23 ans. Pendant 20 ans, j'ai été agent d'accueil, c'est-à-dire j'accueillais les patients, donc je suis administratif. Et actuellement, je suis secrétaire au centre de référence. En fait, pour vous présenter le lieu, le centre était... En premier lieu, c'était le centre caribéen Guiméro. Nous avons d'ailleurs présente une de nos premières médecins au niveau du centre qui prenait en charge les patients, docteur Le Turdu, qui connaît très bien la maladie. Donc cette structure, actuellement, depuis 2009, nous avons été intégrés au CHU de Pointe-à-Pitre. Donc nous avons un chef de service, nous avons 2 médecins qui prennent en charge les patients adultes, 2 médecins pour la prise en charge des enfants, une assistante sociale, une psychologue, des infirmières. En fait, on a un service pluridisciplinaire. Donc le patient, depuis sa naissance, tout au long de sa vie, il est vu au centre. Pour la partie pédiatrie, il y a des consultations mensuelles, c'est-à-dire dès la naissance jusqu'à 3 ans, puis après les consultations sont espacées trimestriellement, ainsi que pour les patients adultes. Il y a les hôpitaux de jour, c'est-à-dire un bilan annuel qui est prévu pour chaque patient, une fois annuel, comme son nom le dit, une fois par an pour les patients adultes et enfants. Pour les adultes, c'est fait au niveau de notre unité. Pour les enfants, c'est au service de pédiatrie. En fait, je vous dis tout ça pour que vous compreniez un peu comment on fonctionne. Au sein de notre hôpital de jour, nous prenons en charge les saignées, les transfusions, les échanges transfusionnels. Donc, en fait, tous les soins nécessaires pour une prise en charge optimale du patient. En 2000, je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, avec des collègues, nous avons discuté, parce que la journée mondiale, c'est le 19 juin, d'un thème important pour chaque patient. Et en fait, on est tombé sur un sujet commun, c'est-à-dire la drépanocytose et l'emploi. Moi, ça m'est venu en tête parce qu'une fois, j'ai eu à discuter avec une mamie qui s'occupait de son petit-fils drépanocytaire et elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il va devenir? Quel métier pourra-t-il exercer plus tard ?» Et là, j'ai eu à discuter avec elle parce que moi, j'échange beaucoup avec les patients. D'ailleurs, il y en a dans la salle que je vois par-ci, par-là. Je les connais plus ou moins tous. Et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que quelle que soit la voie qu'il prendra, il aura un accompagnement parce qu'il y a des patients qui exercent toutes sortes de métiers, que ce soit dans l'agriculture, enfin des métiers manuels, dans la fonction publique. Donc je l'ai un peu, comment dire, je l'ai... lui ai donné confiance. Voilà, je lui ai redonné confiance. Et ça, je me suis dit que c'était quand même important parce que malgré que c'était un bébé, elle s'inquiétait déjà de l'avenir de son petit-fils, en fait. Donc, on a décidé de faire cette manifestation avec ce sujet. Et d'ailleurs, avec Dr Bernit, on a décidé aussi, on est en pourparlers pour cette année, vraiment travailler sur ça et mettre en avant les patients qui ont des métiers difficiles. On a des patients avocats, on a des patients enseignants, il y a ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui développent leur propre structure. Donc c'est important, cette vision de la vie professionnelle pour les jeunes, mais aussi pour les parents, parce que ça donne espoir. C'est pas parce qu'on est drépanocytaire, certes c'est difficile, voir un patient en crise, c'est compliqué, mais on doit les accompagner, on doit être là. Et on en a discuté avec Dr Bernit, je pense même que ce serait intéressant, je ne sais pas, comme vous êtes tous là, peut-être avoir un patient référent
à qui les autres pourraient s'adresser en cas de difficulté, parce que certaines fois, ils n'ont pas accès aux informations. Ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut pour, comme Stéphane, bénéficier d'aménagements. Et comme je vous parlais par rapport au bilan annuel, les consultations, souvent les patients sont obligés de demander une journée sur leur jour de congé. Donc des fois, ils ne viennent pas, des fois, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont plus de jours. Souvent, quand ils sont malades, ce n'est pas une crise qui nécessite peut-être un arrêt, mais juste venir au centre pendant une journée, être hydraté, être pris en charge le lendemain. Mais cette journée-là est décomptée des jours de congé. En fait, des petites choses comme ça, mais qui sont quand même essentielles dans la vie professionnelle. Alors, je voulais juste réagir par rapport à vos derniers propos. Vous disiez qu'ils sont parfois obligés de prendre une journée de congé parce qu'ils ont des examens ou des soins. Il faut savoir que les choses évoluent et qu'il y a justement ce congé maladie fractionné qui permet, sans perte de salaire, sans perte de jours de congé, de pouvoir justement à une personne qui a une pathologie d'aller réaliser ses soins. Et donc, du coup, c'est le médecin du travail qui préconise ce congé-là. Et c'est vrai que c'est encore fort méconnu et il est important justement d'en parler aujourd'hui pour bien éviter à ces personnes de perdre une demi-journée ou une journée de congé alors qu'il existe une possibilité facilitatrice. Donc, voilà. Tous les congés maladie peuvent être pris de manière fractionnée dans la fonction publique. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de bien connu et de bien appliqué. Et pour cette pathologie, ça semble vraiment, incontournable. Il y a des patients qui sont même obligés de, certaines fois, abandonner leur emploi parce que l'employeur ne comprend pas. Et puis aussi, il y a cette méconnaissance. Comment est-ce qu'il faut peut-être aller au sein de la structure pour expliquer. Moi, l'année dernière, au mois de novembre, Madame Agrippa m'a sollicité pour un Duo Day. Moi, je ne savais pas que ça existait. Et pourtant, voilà. Pourtant, on en parle. Hein. On en parle, mais moi, je n'étais vraiment pas au courant. Et elle m'a expliqué ce que c'était. Et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable. Parce qu'en fait, au sein de sa structure, elle a pu expliquer sa maladie. Et ses collègues, ses interlocuteurs directs ont pu, j'espère, comprendre ce que c'est. Parce que c'est vrai, la drépanocytose, nous, on a nos patientes, il y en a qui sont là, elles sont papantes, elles sont coquettes, elles sont belles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas douloureuses, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas... Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment important. Et je reviens sur le patient référent. On parle de la drépanocytose, mais je pense que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse apporter l'information, accompagner par rapport à ça. Et même quel que soit le domaine, parce que certaines fois là, nous avons notre assistante sociale qui est absente, nous, il y a des informations que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas transmettre aux patients. En fait, c'est ça, c'est le blocage qu'il y a voilà, pour la connaissance de tout ce qui est mis en place au niveau de... Alors, nous avons mis très récemment en place le comité des usagers qui donc réunit des patients, des référents handicap, donc employeurs. Et au sein de ce comité, il y a une réflexion qui est menée par rapport à soit des aides existantes et qui mériteraient d'être ajustées, adaptées par rapport vraiment à la réalité des personnes, ou encore évoquer une pathologie, pourquoi pas celle de la drépanocytose, qui était jusqu'à cet après-midi fort méconnue, et en tous les cas pas suffisamment connue, dirons-nous. Et donc du coup, ça pourrait être aussi un espace de réflexion pour nous, au niveau du FIPHFP, au niveau de la fonction publique, pour encore renforcer notre accompagnement pour répondre à ce besoin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent et c'est justement la transition, puisque j'ai entendu qu'il y avait parfois des a priori. Donc qui dit a priori dit nécessité de sensibiliser et informer. J'ai entendu aussi qu'il était important de favoriser le maintien au travail et favoriser les soins.
Donc du coup, eh bien, c'est la transition toute trouvée pour la table ronde numéro 2, où là, on aura la présentation par des sachants, des experts, qui vont expliquer eh bien, tout ce qui existe et tout ce qu'il est possible de faire pour mieux sensibiliser, mieux maintenir les personnes en emploi et mieux les accompagner. Merci beaucoup.